Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux personnalités pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et présidente de France Terre d'Asile, Najat Vallaud-Belkacem, et Patrick Stefanini, représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur la question de l'immigration. Il sera justement sujet de l'immigration tout au long de cette émission, de la question des réfugiés notamment. Qu'est-ce qu'un réfugié? L'immigration illégale fait-elle le jeu des passeurs? Est-ce que l'immigration de masse est devenue un phénomène inévitable, incontrôlable? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Najat Vallaud-Belkacem et Patrick Stefanini. Patrick Stefanini, Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va discuter pendant une heure de la question des réfugiés et plus largement de l'immigration. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes l'auteur avec Benjamin Michalet de Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas. C'est aux éditions Stock. Vous êtes par ailleurs présidente de l'association France Terre d'Asile. Patrick Stefanini, vous êtes spécialiste depuis longtemps de la question de l'immigration. Vous êtes représentant spécial pour le ministre de l'Intérieur. Vous avez aussi signé un essai il y a quelques années, L'immigration, ces réalités qu'on nous cache. Alors, ces réalités qu'on nous cache, ce qu'on ne nous dit pas, les deux titres se font écho, mais j'ai pas l'impression que c'est les mêmes réalités que vous voulez pointer. Je ne sais pas qui veut commencer, mais Patrick Stefanini ou Najat Vallaud-Belkacem, honneur aux femmes. Quelles sont ces réalités qu'on ne nous dit pas ? En fait, la raison pour laquelle on a voulu appeler ce livre comme cela, c'est que ce livre, il s'adresse aux citoyens. Et il dit aux citoyens, vous vous posez un certain nombre de questions que nous considérons légitimes. Vous avez potentiellement des anxiétés, des angoisses. À toutes ces angoisses répondent un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, de recherches par des scientifiques, qui ont été réalisés à travers le monde pour analyser, par exemple, au-delà des seuls réfugiés, j'y viendrai, la façon dont les nouveaux venus, que ce soit des migrants volontaires ou des déplacés forcés, dans un pays, vont impacter l'économie, le marché du travail, même la criminalité, l'identité, etc. de la société d'accueil. Ces recherches, en fait, vous n'en connaissez pas les résultats parce qu'elles sont rarement mises dans le débat public. Et d'ailleurs, s'agissant de la France, on en a très peu par rapport à d'autres pays parce que les pouvoirs publics qui ont les données sur les nouveaux venus en question ne les partagent pas avec la recherche, avec les scientifiques et ce qui leur permettrait justement de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et donc, en fait, ce dont parle ce livre, c'est du fait que pour un sujet qui est si souvent dans le débat public, si souvent évoqué, en fait, on ne se donne pas les moyens de répondre aux questions qu'on se pose. Voilà, c'est ça qu'on ne nous dit pas. Vous êtes d'accord avec ce constat, Patrick Stefanini? Moi, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre qui est documenté, comme l'était le mien il y a 5 ans. Et je crois qu'en effet, sur ces sujets, on a besoin d'aller au fond des choses. On a donc besoin de références, de documentation, d'analyse. Et pas seulement de raisonnement lapidaire. Alors, ceci dit, j'ai trouvé qu'il y avait dans votre livre, Madame la Ministre, 2 angles morts. Et je vais commencer par le premier. On ne va pas s'attarder sur la définition d'un réfugié. Je pense qu'elle est connue. Ah, moi, je vais y revenir quand même. Bon, mais allez. J'y viens. Je suis d'accord. Parce qu'on parle maintenant de migrants, mais on ne fait plus la distinction. Je suis d'accord avec Madame la Ministre. Il y a en France 2 sources juridiques pour le droit d'asile. Il y a la Convention de Genève, dont la France est signataire, comme beaucoup d'autres pays. Et puis nous avons, ce qui fait l'originalité de la France en Europe, nous avons une source constitutionnelle, puisqu'il y a une disposition du préambule de la Constitution de 1946 qui reprend une vieille disposition de la Constitution, je crois, de 1793, et qui dit que toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Donc nous avons 2 sources juridiques pour définir en France les réfugiés.
Et nous sommes d'accord sur le fait que les personnes qui craignent d'être persécutées dans leur pays d'origine, soit en raison de leur race, soit en raison de leur religion, soit en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, méritent d'être accueillies dans d'autres pays où elles seront en sécurité. C'est ça, au fond, la définition du réfugié. Alors, je voudrais d'abord rappeler les chiffres pour bien cerner le débat. En 1973, la France a accueilli, je crois, de mémoire, a enregistré, plus exactement, 1650 demandes d'asile. 1973, il y a 52 ans, 1650 demandes d'asile. En 2007, l'année de l'élection de Nicolas Sarkozy, la France a enregistré 35 000 demandes d'asile. 35 000. Ça n'était pas une progression continue. À l'époque de Michel Rocard, en 1988, quand Michel Rocard prononce sa fameuse phrase « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part », on a atteint 60 000 demandeurs d'asile. Donc à l'époque, la demande d'asile fluctue, ce qui est normal, puisque ça renvoie à des situations de crise ou de guerre dans les pays d'origine. En revanche, ce qui est original pour la France, c'est que depuis 2007, la progression du nombre de demandes d'asile a été continue. Et l'année dernière, on a enregistré, je parle sous votre contrôle, environ 150 000 demandes d'asile. Donc vous voyez qu'on est passé, je ne vais pas remonter à 1973, mais si on part de 2007, on a eu quasiment une multiplication par 4 du nombre des demandes d'asile. Et là où je trouve, Madame la Ministre, qu'il y a un angle mort dans votre livre, c'est que vous vous consacrez de nombreuses pages à la situation des réfugiés, aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays d'origine, aux problèmes d'intégration qu'ils peuvent rencontrer une fois qu'ils sont reconnus réfugiés en France. En revanche, vous ne parlez pas, vous l'évoquez, mais rapidement, du fait que plus de la moitié des demandeurs d'asile sont définitivement déboutés. Vous citez d'ailleurs un chiffre que je partage avec vous. Là, en 2023, 55% des demandeurs d'asile ont été définitivement déboutés, c'est-à-dire ne se sont pas vus reconnaître la qualité de réfugié. Et ce qui pose problème politique dans la France d'aujourd'hui, c'est que ces déboutés, ils restent en quasi-totalité en France. C'est-à-dire que le taux d'éloignement des déboutés, il doit être d'à peine 2%. Et c'est ça qui interpelle l'opinion publique française. L'opinion publique française, elle reste attachée à la Convention de Genève, elle reste attachée au préambule de la Constitution de 1946, elle est sensible à la situation des personnes qui subissent des persécutions inadmissibles dans leur pays, mais elle ne comprend pas que les personnes auxquelles les instances juridiques compétentes n'ont pas reconnu la qualité de réfugié puissent se maintenir sur le territoire français. Et ça alimente sur cette question un climat que vous dénoncez, mais qui s'explique par cet échec collectif de la société française à renvoyer chez eux les déboutés. Vous voulez répondre, Najat Vallaud? Oui, je veux bien, parce que d'abord, je veux vous remercier pour ce débat, parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de discuter avec Patrick Stefanini. C'est vrai que sur ce sujet, l'immigration en particulier, il y a une telle polarisation du débat public que les lieux de conversation posés sont rares. Donc, je voudrais, avant de répondre à ce que vient de dire Patrick Stefanini, revenir sur une chose, parce que on m'a posé beaucoup la question, mais pourquoi consacrer un livre aux réfugiés ? Et même certains ont ajouté « Je ne crois pas que ce soit les réfugiés qui posent problème potentiellement à une opinion publique anxieuse. C'est peut-être ceux qui sont le plus compréhensibles, tolérables. » Je vais vous laisser répondre, voilà. Mais justement, est-ce que vous êtes d'accord sur la définition de Patrick Stefanini? Oui. Et est-ce que justement les associations, puisque vous êtes présidente d'une association, n'ont pas alimenté une certaine confusion en parlant de manière vague de migrants? Puisque le migrant, ça veut dire tout et rien. Alors votre question est quand même très intéressante, parce que moi je considère que le mot migrant, en fait, il n'est pas porté par les associations. Je pense que c'est le débat public, et notamment les hostiles, ce que je qualifie d'hostiles à l'immigration, qui ont amené le mot migrant. Les hostiles parlaient de clandestins, par exemple. Voilà. Donc c'était clair. Là, on dirait qu'on ne fait plus la distinction entre réfugiés, immigration légale, illégale. Alors, en fait, on va se rejoindre, c'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est que depuis une quinzaine d'années, en effet, ce mot valise de migrant s'est imposé dans le débat public.
est utilisé pour, en gros, englober tous les nouveaux venus, mais en apposant sur tous ces nouveaux venus, du coup, qui forment un nombre important par définition, en apposant sur eux l'exclusive image du demandeur d'asile sur un bateau de fortune sur le point de faire naufrage. Ce qui fait peur, d'une certaine façon, parce qu'on a le sentiment que ces gens totalement en détresse arrivent en masse. Les photos qui sont prises de ces bateaux sont toujours prises de loin, donc on ne voit pas leur visage et pas leur humanité. Et on laisse croire dans le débat public que les migrants, c'est ça. Mais en fait, les migrants, c'est pas ça. La migration, celle qui nous arrive en France, comme elle arrive dans d'autres pays, elle est constituée en termes de chiffres d'abord et avant tout de migrants volontaires. Et les déplacés forcés, les demandeurs d'asile, constituent une toute petite minorité. Plus précisément, tout à l'heure, vous disiez 150 000 demandeurs d'asile l'année dernière, c'était 130 000, mais on est à peu près dans ces eaux-là. 130 000, c'est 12% des nouveaux venus qui sont arrivés l'année dernière, à comparer, par exemple, aux étudiants internationaux qui, eux, représentent 30% des nouveaux venus de l'année dernière. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le débat public a installé en nous, collectivement, une image tronquée dans laquelle on a l'impression que l'essentiel des nouveaux venus qui arrivent sur notre territoire sont ces gens hagards, voilà, en détresse sur des bateaux. Mais en fait, pas du tout. L'essentiel de la migration, elle est composée de migrants volontaires. Or, les migrants volontaires, c'est-à-dire les étudiants, les travailleurs étrangers, même les couples mixtes, etc., ceux-là qui ont eu pour projet de venir chez nous, un État est complètement souverain pour dire « je fixe telle règle, cette année ou pendant les 5 ans qui viennent, j'ai un peu moins besoin d'étudiants étrangers, donc je vais en prendre moins, j'ai un peu plus besoin de travailleurs qualifiés, donc je vais en prendre plus ». Donc en fait, réguler l'immigration, contrairement à l'idée qu'on agite en permanence, c'est complètement faisable sur cette essentielle partie des migrants. S'agissant des déplacés forcés, les demandeurs d'asile, lorsqu'ils nous arrivent, c'est vrai que ça obéit notamment à la Convention de Genève, mais aussi en effet à notre propre constitution, à notre propre histoire française. Le droit d'asile est un héritage précieux aussi de l'histoire française, de son ADN, de son identité. Ça ne nous est pas seulement imposé par l'extérieur. Eh bien, s'agissant de ces demandeurs d'asile, en fait, ce qu'a, à mon sens, très bien dit Patrick Stefanini à l'instant, c'est que, en fait, on ne les accepte pas tous. Ils demandent, ils sont 133 000 à demander, mais l'année dernière, ont été acceptés, donc ont obtenu le statut de réfugiés, 70 000 personnes parmi eux. Donc le reste a été débouté. Donc à la limite, la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il pour les débouter ? Mais si on en a accepté 70 000, ça veut bien dire que leur dossier a été instruit et qu'il a été établi, qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés dans leur pays pour les raisons qui viennent d'être rappelées, race, religion, idées politiques, etc., ou de mourir de façon imminente dans un conflit de haute intensité. Et ce droit d'asile-là, cette protection-là, je pense que nous ne devrions pas la brader simplement parce que les vents sont mauvais en ce moment et que beaucoup de responsables politiques utilisent ce sujet comme un écran de fumée pour détourner l'attention de leur incurie à agir sur le reste des sujets sur lesquels ils sont attendus par les citoyens. Patrick Stefanini, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai vu faire signe. Oui, parce que j'ai dit qu'il y avait un angle mort dans le propos de Madame la Ministre, qui est la question des déboutés. Et là où j'ai un désaccord avec vous, c'est quand vous dites qu'au fond, ce phénomène est largement minoritaire. Alors je voudrais replacer les chiffres dans leur contexte. Partons de votre chiffre, 130 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Considérons qu'un peu plus de la moitié sont déboutés. Donc ça fait aux alentours de 70 000 déboutés. Et ce phénomène, on le constate en France depuis des années. Ça fait des années que chaque année, il y a 70 000 déboutés qui en fait deviennent des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, ce que vous appeliez tout à l'heure des clandestins, et que, alors une partie d'entre eux finissent par être régularisés. Je rappelle que ça fait des années que la France régularise chaque année à peu près 30 000 personnes. Le ministre de l'Intérieur actuel a engagé une action dynamique pour réduire le nombre des régularisations. Mais en pratique, ces personnes ne quittent pas le territoire français. Elles pèsent sur nos systèmes sociaux.
Je pense notamment à la question de l'aide médicale d'État, puisque, comme vous le savez, cette aide est une aide qui est exclusivement réservée aux étrangers en situation irrégulière, au point que les spécialistes de la question de l'immigration considèrent qu'un des meilleurs indicateurs possibles de l'importance de l'immigration clandestine en France, c'est le nombre des bénéficiaires de l'AME. Ce nombre, il est actuellement de 400 000, à peu près, et les spécialistes ont l'habitude de le multiplier par 2 pour évaluer le nombre des clandestins en France, parce que tous les clandestins ne font pas la démarche, pour des raisons diverses, consistant à demander le bénéfice de l'aide médicale d'État. Donc voilà, il y a un angle mort dans votre livre, je ne vous en fais pas le reproche, je dis simplement qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que la procédure d'asile en France, elle fonctionne à peu près correctement, que chaque année, ce sont désormais 60 ou 70 000 personnes qui se voient reconnaître la qualité de réfugiés et qui obtiennent un titre de séjour qui leur permet, un titre de séjour valable 10 ans, qui leur permet de travailler, qui leur permet d'accéder à un logement. Alors on y viendra tout à l'heure, c'est pas simple, hein. Le fait d'obtenir la qualité de réfugié signifie pas que la vie devient un lit de rose. Mais en tout cas, ils ont un statut qui les protège et un statut qui leur ouvre des droits dans la société française. La question qui se pose. Alors, j'allais dire, vous auriez pu consacrer un livre au problème des déboutés, parce que quelque part, le problème des déboutés interpelle davantage aujourd'hui l'opinion publique française que la question des réfugiés. Mais absolument, et c'est pour ça que moi je suis pour qu'on traite sérieusement de ce sujet et qu'on sorte simplement de la polémique. Donc, les déboutés, on les évoque dans le livre. D'abord, j'ai envie de dire une chose, c'est que... en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est les discours de très grande fermeté qui ne sont pas suivis d'effets dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, pour bien suivre ce sujet, je vois bien qu'on a augmenté le nombre de personnes mises sous obligation de quitter le territoire français, et qu'on a, y compris, allongé la durée de rétention de ces personnes dans les centres de rétention administrative ces dernières années. Mais je vois aussi que, dans le même temps, on n'a pas augmenté les moyens des préfectures pour, j'allais dire, faire appliquer ces OQTF. On ne s'est pas donné les moyens, la puissance publique ne s'est pas donné les moyens d'obtenir de façon plus efficace. Est-ce que c'est pour des raisons économiques? C'est parce que la puissance de l'État c'est une question pour vous deux d'ailleurs. Mais... C'est une bonne question. Pour moi, c'est une impuissance construite, parce que d'une certaine façon, c'est tellement confortable de pouvoir continuer à utiliser ce sujet comme un sujet on se scandalise, beaucoup d'émotions au fait que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. À un moment donné, j'ai envie de dire, mais les responsables politiques, mais prenez vos responsabilités. Si vous pensez qu'il faut que les déboutés quittent le territoire français, organisez-vous pour qu'ils quittent le territoire français. En fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que ça n'est pas fait. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de délivrance d'OQTF qu'il n'y a d'exécution. Et on est le pays d'Europe qui en distribue le plus, comme vous le savez, et qui est le moins efficace à les exécuter. Patrick Stefanini va vous répondre, mais juste pour que vous soyez totalement sincère dans le débat, vous dites que l'État doit prendre ses responsabilités s'il souhaite qu'un certain nombre de personnes soient déboutées, qu'il s'en donne les moyens. Mais vous, est-ce que vous le souhaitez ? Ah bah oui. Ah mais moi je suis pour des règles claires. Non mais je vous en prie, sortons des caricatures. C'est bien de le rappeler. J'ai parlé des associations tout à l'heure. Vous m'avez dit c'est pas les associations. Il y a des associations qui sont clairement pour le sans frontières. C'est pas le cas de France Terre d'Asile. Non, c'est pas le cas de France Terre d'Asile. Enfin, je veux dire, dans le débat public, tout peut exister. J'ai pas dit le contraire. Mais voilà, il y a des gens qui ont des positions. Je suis démocrate sur tous les sujets. Donc c'est tout. Madame la ministre, j'ai entendu que vous faisiez le procès à un certain nombre de responsables politiques de se satisfaire de notre impuissance à éloigner les étrangers pour avoir une sorte de fonds de commerce politicien. Alors permettez-moi de vous dire que je ne partage absolument pas cette analyse et que votre livre vaut mieux que ce raisonnement que je qualifierais de politicien. Alors j'en viens maintenant aux raisons pour lesquelles on a des difficultés à éloigner les clandestins. C'est très important. Elles sont de deux types. Il y a des raisons qui dépendent de la puissance publique française. Par exemple, nous manquons de places de centres de rétention. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui a conduit le précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à donner des instructions aux préfets, aux services de police, etc., pour que ne soient dirigés vers les centres de rétention que des étrangers
clandestins, c'est-à-dire en situation irrégulière, jugés dangereux, mais qui ont troublé l'ordre public. Qui ont troublé l'ordre public. Bon, j'allais dire, Gérald Darmanin, il a fait de nécessité raison, mais ça n'est pas satisfaisant. Ça n'est absolument pas satisfaisant, et l'effort que conduit actuellement Bruno Retailleau, ça consiste non seulement à augmenter la durée de la rétention pour des ressortissants étrangers particulièrement dangereux, ça consiste aussi à reprendre le plan de construction de centres de rétention. Simplement, c'est un plan immobilier, on ne bâtit pas des centres de rétention comme ça. Vous avez été ministre de l'Éducation, Madame la ministre, vous savez que construire un collège, construire un lycée, ça prend du temps. Eh bien, construire un centre de rétention, ça prend du temps. Et puis, il y a une deuxième série dans les préfectures. Et puis, il y a une deuxième série de raisons qui explique, sans la justifier, une partie de l'impuissance de l'État, c'est la mauvaise volonté des pays d'origine. Et cette mauvaise volonté des pays d'origine, nous y sommes confrontés en permanence. Soit pour des raisons purement politiques, je pense que le cas de l'Algérie se passe de commentaires au moment où on se parle, c'est-à-dire que l'Algérie est aujourd'hui dans une posture où, en effet, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour reprendre les clandestins de son pays pour des raisons de politique générale. Et puis, il y a une autre raison qui explique que les pays étrangers ne veuillent pas reprendre leurs clandestins. C'est parce que le fait d'être en situation irrégulière en France n'empêche pas de travailler, n'empêche pas de gagner sa vie, et que les transferts de fonds des immigrés en général, dont les clandestins, les transferts de fonds vers les pays d'origine représentent des sommes absolument considérables et qu'au fond, les pays d'origine considèrent que, après tout, ces personnes en situation irrégulière en France, en Allemagne, en Belgique, etc., oui, ça pose problème aux pays de destination que nous sommes, mais eux trouvent assez confortable de recevoir chaque année des transferts de fonds qui sont très importants. Je voudrais illustrer ce propos. L'aide publique au développement en France, c'est 10 milliards d'euros, approximativement. Les transferts de fonds des personnes immigrées, régulières ou irrégulières, c'est 12 milliards d'euros chaque année. Donc il faut avoir ces chiffres en tête pour comprendre pourquoi un certain nombre de pays étrangers font preuve de mauvaise volonté. Si vous y ajoutez la situation, vous y faites référence dans votre livre, la situation extraordinairement difficile de certains pays d'origine. Je pense à l'Afghanistan, je pense à la Corne de l'Afrique, qui est aujourd'hui ravagée, que ce soit au Soudan, que ce soit en Érythrée, par des guerres civiles absolument horribles. Bon, tout ça finit par constituer un puissant faisceau de raisons qui explique que la France ne parviennent pas à exécuter correctement ces mesures d'éloignement. Je vous donne le point sur ce constat chiffré. La France prend chaque année environ 120 000 mesures d'éloignement et on en exécute, en additionnant tout, les retours forcés, les aides au retour volontaire, etc., on en exécute grosso modo 25 000. Donc ça n'est pas satisfaisant. Juste avant que Najat Vallaud-Belkacem réponde, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt économique pour la France à avoir des travailleurs sans papier? On voit que le gouvernement a plutôt régularisé les métiers en tension. Est-ce que pour le coup, je pose ça la question à l'homme de droite, il n'y a pas eu une volonté aussi de faire plaisir au patronat? Alors, en 2007... Nicolas Sarkozy a transcrit dans les faits une inspiration politique qui était forte, qui était puissante, qui était l'immigration choisie. L'immigration choisie, ça voulait dire qu'on voulait encourager la venue en France des étudiants étrangers, parce que c'est une bonne chose d'accueillir sur notre territoire des étudiants qui ensuite seront les cadres de leur pays d'origine et qui pourront donc entretenir avec la France de bonnes relations. Et deuxièmement, Nicolas Sarkozy a voulu encourager l'immigration de travail. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012 ne s'est pas traduit par l'abandon de cette politique.
aucun des gouvernements qui se sont succédés n'a remis en cause les fondamentaux de la politique d'immigration choisie qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la volonté d'encourager l'immigration des étudiants et d'encourager l'immigration des travailleurs. Je vais citer 2 chiffres. En 2000, la France délivrait à peu près 13 000 titres de séjour pour des motifs économiques. 13 000. L'année dernière, c'était environ 55 000. Donc vous voyez que l'immigration choisie, c'est-à-dire la volonté de faire venir en France des travailleurs, c'est devenu une réalité. Mais est-ce que c'est pas une erreur de la droite? J'y viens. En ce qui concerne l'immigration des étudiants, on est passé de 45 000 à plus de 100 000 l'année dernière. Donc là aussi, c'est un succès de la politique d'immigration choisie. Est-ce que cette politique est toujours adaptée à la situation de la France? C'est la question que vous posez. Exactement. Alors je réponds par l'affirmative pour les étudiants. Je suis plus réservé en ce qui concerne l'immigration de travail. Dans un pays qui compte aujourd'hui 400 000 chômeurs étrangers, dans un pays où le taux de chômage est nettement supérieur à la moyenne des autres pays européens, la première question que nous devons nous poser, et c'est comme ça que raisonne Bruno Retailleau, et c'est le sens des dernières instructions qu'il a envoyées au préfet avec la ministre du Travail, la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous n'avons pas la capacité, avant de faire appel à une main-d'œuvre étrangère venue de l'étranger, d'exploiter le potentiel de travail qui existe sur notre territoire parmi les chômeurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. Vous êtes d'accord avec ça, Najat Vallaud-Belkacem? Après tout, vous êtes une femme de gauche. Est-ce qu'il est satisfaisant de faire venir de la manœuvre bon marché d'ailleurs quand on a un problème structurel de chômage en France? Je vais vous répondre, mais je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, qui était quand même très intéressant sur les raisons pour lesquelles on a du mal à exécuter les OQTF, et notamment le comportement de certains pays d'origine, les intentions à peine cachées qu'ils peuvent avoir, etc. Je trouve ça très intéressant, et c'est vrai que ça existe. Enfin, je veux dire, j'allais dire, c'est la façon dont le monde va, c'est qu'il y a en réalité des tentatives permanentes des pays, les uns et les autres, et ça nous arrive aussi à nous, d'essayer de tirer profit d'une situation. Par exemple, quelque part, on peut considérer que nous, en Europe, nous tirons parti, nous tirons profit du fait de pouvoir attirer à nous des médecins étrangers dont nous n'avons pas payé la formation. Pourquoi on n'en parle jamais de ça ? Nous manquons de médecins, nous avons des déserts médicaux. Nous sommes très contents dans notre hôpital public de pouvoir avoir des médecins qui viennent d'Afrique, du Maghreb, etc. Alors que ce sont leurs pays d'origine qui ont payé toutes leurs années de formation. C'est-à-dire qu'ils nous arrivent, ils sont prêts à l'emploi. Et nous les payons d'ailleurs moins cher que nous ne payons les médecins nationaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à y réfléchir, dans chaque pays, ben oui, il y a une volonté de tirer un peu sur la corde d'une façon ou d'une autre et de ne pas respecter des règles équitables. Et c'est à ça qu'on a affaire, en effet, y compris avec ce que vous décriviez sur l'intérêt que peuvent avoir un certain nombre de pays d'origine à bénéficier des transferts de fonds des étrangers qui viennent travailler au Nord. C'est vrai, ces transferts de fonds, ils sont considérables, hein, je le confirme, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'aide publique au développement, ils représentent infiniment plus que l'aide publique au développement mondiale. Donc, ça veut aussi dire, quelque part, que, d'une certaine façon, cette mobilité humaine, elle a aussi des impacts qu'on éclaire rarement. Par exemple, cette mobilité humaine de gens qui vont travailler, par exemple, au Nord, elle permet aussi de soutenir le développement de pays au Sud. Or, je vous rappelle qu'on a intérêt à ce que ces pays du Sud, et notamment ceux qui souffrent d'extrême pauvreté, se développent pour ne pas en faire aussi des nids de violence, de conflits, de potentiel terrorisme, d'idéologies diverses et variées. Donc, en fait, est-ce qu'on en est sûr que vraiment ça les tire vers le haut? Parce que vous l'avez dit vous-même, on va leur prendre des médecins, des cerveaux, ça les vide aussi des personnalités les plus dynamiques dans leur pays. Ce que ça veut dire, c'est juste que tout ça est complexe et qu'il faut qu'on raisonne et qu'on réfléchisse, j'allais dire, en pensant l'intérêt des pays de départ, l'intérêt des pays d'arrivée, l'intérêt des personnes qui fuient ou qui partent même pour des raisons économiques.
et qu'on ait une gouvernance mondiale sur ce sujet-là, plutôt que chaque pays soit dans la concurrence avec son voisin pour essayer de faire du nivellement par le bas. La gouvernance mondiale, c'est compliqué, on le voit aujourd'hui, c'est plutôt le rapport de force qui prime. Patrick Stefanidi, vous vouliez réagir? Non, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur l'aide publique au développement. Je pense que notre politique d'aide publique au développement a besoin d'être profondément révisée. Nous avons pendant des années consacré des sommes importantes pour accorder des prêts à des pays comme la Chine ou comme la Turquie, au détriment des dons que nous aurions pu faire à des pays qui sont des pays d'origine de l'immigration en France. Je pense notamment aux pays du Sahel. Et ça, ce choix, je le regrette profondément parce que je crois que la Chine et la Turquie sont aujourd'hui des concurrents économiques pour la France, peut-être des partenaires à certains égards, mais certainement des concurrents, et qu'honnêtement, ils n'ont pas besoin d'aide publique au développement. Les pays qui ont besoin d'aide publique au développement, c'est un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. On sait que si on veut éviter ce qu'on appelle l'immigration de masse, si on veut éviter la déferlante qui avait été décrite par un auteur américain dont j'ai oublié le nom, Stephen Smith, voilà, Stephen Smith, franco-américain d'ailleurs. Absolument. Mais... Si on veut éviter cette déferlante qu'il a décrit dans son livre, La ruée vers l'Afrique, qui viendrait, c'est pas mon vocabulaire, mais qui viendrait submerger les pays européens, eh bien, on doit réorienter notre politique d'aide publique au développement, et ça n'a pas été fait au cours des 10 dernières années. Je voudrais néanmoins poser une question à Madame la Ministre, revenir au sujet des réfugiés et lui poser une question. J'ai dit tout à l'heure que la question des déboutés interpelle fortement l'opinion publique. Et ce que ne comprennent pas nos concitoyens, c'est qu'on puisse venir en France sous le couvert d'une demande d'asile et ensuite s'y maintenir une fois débouté comme si de rien n'était. Les pays européens ont lancé une initiative, Madame la Ministre, sur laquelle je voudrais avoir votre sentiment. Dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui a été adopté il y a à peu près 1 an et demi, il y a une nouvelle procédure sur laquelle les États européens sont d'accord, qui consiste à exiger qu'un certain nombre de demandes d'asile soient présentées aux frontières de l'Union européenne, aux frontières extérieures de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les demandeurs d'asile arriveraient à nos frontières, donc ils arriveraient sur les côtes italiennes, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, enfin je pourrais prendre d'autres exemples, et leur demande d'asile serait examinée avant qu'ils ne pénètrent sur le territoire de l'Union européenne. Parce que ce qui exaspère nos concitoyens, c'est le sentiment qu'ils ont d'être mis devant le fait accompli de la demande d'asile. C'est le sentiment qu'ils ont qu'un certain nombre de demandeurs d'asile mettent, pardonnez-moi l'expression, le pied dans la porte en venant formuler des demandes d'asile sur le territoire des pays européens qui sont ensuite dans l'incapacité de les éloigner une fois qu'ils ont été déboutés. Le problème devrait se traiter en amont, c'est ce que vous nous dites. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord, Madame la Ministre, pour dire que les demandes d'asile devraient être examinées à la frontière des pays européens, ce que prévoit le pacte européen, mais il ne le prévoit malheureusement que dans des conditions très restrictives. Moi, je pense qu'il faudrait aller jusqu'au bout du raisonnement qui a été celui des pays européens. Il faudrait généraliser le principe que les demandes d'asile sont formulées et examinées à la frontière. Je ne dis pas dans un pays tiers, je ne propose pas d'externaliser entre guillemets, notre politique d'asile, je propose que nous assumions nos responsabilités, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos grands aéroports, comme c'est le cas à Roissy par exemple, mais c'est parfaitement transposable à la frontière terrestre et à la frontière maritime, mais ça suppose que les pays européens s'organisent pour que les demandes d'asile soient traitées à leurs frontières, avant que les intéressés ne pénètrent sur le territoire européen. Et j'ajoute, et j'en aurais terminé, que pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, le texte juridique qui régit l'éloignement des clandestins, qui est une directive européenne qui s'appelle la directive Retour, elle ne fonctionne pas. Ça, cette directive, elle a été adoptée en 2008. Elle ne fonctionne pas. Nous en avons aujourd'hui la démonstration. Bruno Retailleau se bat
avec quelque espoir de succès, je crois, pour obtenir qu'elle soit révisée. La Commission européenne a mis sur la table un projet de révision, mais pour l'instant, ça n'est qu'un projet. En revanche, la procédure d'asile à la frontière, est-ce que nous pouvons être d'accord, Madame la Ministre, sur la nécessité de promouvoir cette procédure ? Moi, je suis d'accord avec ce qui facilite la trajectoire des personnes qui sont en train de fuir une situation intenable. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'absolu, je vais vous dire, je suis favorable, par exemple, à ce qu'une Afghane qui fuit l'Afghanistan puisse demander l'asile depuis l'Iran ou le Pakistan voisin. Sauf que je suis très bien placée pour savoir qu'évidemment, on n'a pas forcément d'ambassade ouverte ou de consulat ouvert dans les pays. On n'en a pas en Afghanistan, évidemment, mais même en Iran ou au Pakistan, c'est pas si évident. La question, et je la connais bien parce qu'il y a 1 an et demi de cela, nous avons mené toute une campagne justement pour soutenir les Afghanes qui étaient dans cette situation en demandant au gouvernement de faciliter leur trajectoire, c'est-à-dire que les instances consulaires au Pakistan en particulier puissent de façon fluide accepter leurs demandes sans leur réclamer des papiers qu'elles n'ont pas, etc. et qu'elles puissent prendre l'avion une fois le visa humanitaire obtenu pour rejoindre l'Europe plutôt que les trajets par la Libye et le désert. Franchement, on a fait chou blanc. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait de dissonance cognitive entre les discours qu'on tient et les actes qu'on adopte. Si on pense que le mieux, c'est que les gens ne viennent pas jusqu'ici pour demander l'asile, alors il faut augmenter les voies légales de demande d'asile depuis son pays qu'on quitte ou les pays voisins. Première chose. Deuxième chose... Madame la ministre, j'ai cité les chiffres, l'évolution du nombre des étudiants. Non, mais je parle des réfugiés, je parle des demandeurs d'asile. Mais vous dites qu'il faut augmenter les voies légales. Oui, les voies légales de demande de visa humanitaire. Donc, ça, on est d'accord là-dessus, mais ça n'est pas... C'est pas fait. Deuxièmement, je voudrais juste... question, hein. Je voudrais juste venir mais je viens à votre question, hein, tout doucement. Je vous dis juste, moi, je suis pour qu'ils puissent demander l'asile, j'allais dire, en toute protection, le plus près de chez eux. C'est normal, c'est logique pour eux. Je ne veux pas les voir suivre ce trajet absolument traumatisant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça épargnerait beaucoup de vies humaines, non ? Exactement. Il y a quand même 40 000 les traversées en Méditerranée. Exactement. Moi, je ne veux plus de ces morts en Méditerranée. Donc, si on pouvait trouver des systèmes qui leur permettent de le demander depuis chez eux, évidemment que c'est tant mieux. Il n'en reste pas moins que... D'abord, deuxième chose, pardon. Il n'en reste pas moins que pour un certain nombre d'entre eux, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Lorsqu'ils savent que les autorités vont venir les arrêter le lendemain matin, eux et leurs familles et leurs enfants, ils ne vont pas aller se rendre à l'ambassade de France dans leur pays. Lorsqu'ils savent que, et c'est malheureusement le cas en ce moment avec l'Iran, ce qui se passe, ils vont traverser un pays, l'Iran, qui est en un conflit intense. Ils ne vont pas rester en Iran. Donc, ils continuent de fuir. Je veux dire que pour parler souvent à des demandeurs d'asile et à des réfugiés, si vous les interrogez sur leurs préférences, ils préféreraient rester dans un pays voisin du leur. Ça, il faut le comprendre, parce que le débat public l'occulte totalement. Si vous leur demandez, par exemple, les gens qui fuyaient la Syrie, ils auraient préféré évidemment rester en Jordanie ou au Liban, parce que ça leur permet d'espérer revoir les leurs ou de pleurer leur mort. Vous voyez, ils n'avaient pas comme intention particulière de rejoindre la lointaine Europe ou le nord du monde. Donc en fait, la raison pour laquelle ils le rejoignent, c'est parce que soit leur vie continue d'être menacée dans les pays voisins, soit parce que c'est des pays dans lesquels ils n'ont pas la possibilité de travailler, ils ne voient aucune perspective, sauf à finir en camp, dans les camps des Ataris en Jordanie, enfin des trucs qui ne sont pas vivables non plus. Donc en fait, la question qui se pose à nous, et là je vous rejoins totalement, c'est... il nous faut aider davantage les pays voisins des zones d'où partent des demandeurs d'asile en masse, et ça on peut anticiper quand même. Par exemple, on sait que tel conflit au Soudan, voilà, il y a un énorme conflit au Soudan, on se doute bien qu'il y a des gens qui vont partir du Soudan pour demander l'asile, et donc la question c'est comment aider les pays alentours avec, pour le coup, de l'injection de financement important pour permettre des investissements économiques, pour permettre des opportunités d'emploi à la fois pour les nouveaux venus et pour la population locale afin qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux. Et ça permettra finalement que des gens voient leurs préférences respectées et y compris qu'au Nord, on ne se pose pas toutes ces questions.
Mais, voilà, j'en viens à ce que vous disiez, il y a des gens qui continueront leur chemin pour diverses raisons et qui arriveront là, et ça, on ne peut pas le leur interdire. Ça, c'est pas possible de leur interdire. Souvenez-vous comment est née la Convention de 51. Vous avez justement rappelé que le droit d'asile, c'est pas que les textes internationaux. Mais qui veut vraiment l'interdire? Il vous a parlé du problème des déboutés, je pense que vous l'avez dit vous-même. Non, parce que les gens vous disent sur les réfugiés. C'est les gens qui arrivent, c'est les gens qui arrivent à la frontière. C'est pour ça que je peux en venir là. Il y a un point interdire... c'est qu'un demandeur d'asile, restons sur l'exemple d'un Soudanais. Est-ce que par exemple un demandeur d'asile qui n'aurait pas demandé à la frontière et qui arriverait sur le territoire pourrait être automatiquement débouté? Ça peut être aussi... En fait, c'est ce que suggère du coup M. Stefanini. Exactement. Je ne suis pas allé jusque-là parce que je ne Certains l'ont suggéré, je crois que c'était une proposition d'Éric Zemmour, notamment pendant la campagne présidentielle. C'est conforme à la Convention de Genève. Je crois même que ça ne serait pas conforme à la Convention de Genève. Ceci dit, si on reste sur l'exemple de ce Soudanais, je ne sais pas quel va être son parcours, il est peut-être passé par l'Égypte, il est peut-être ensuite passé par le désert de Libye, il est arrivé en Italie, et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme nous n'avons pas de procédure d'examen des demandes d'asile à la frontière, quand ce Soudanais arrive en Italie, il fait sa demande d'asile, il va probablement être débouté, il se retrouve clandestin en Italie, et ensuite, comme la directive retour fait obstacle à son retour au Soudan, entre autres, eh bien, il n'a plus comme solution que de rester en Italie ou de partir vers les pays voisins. Et l'expérience prouve qu'il part vers un certain nombre de pays voisins. Donc la question que j'ai posée à Madame la Ministre, et qui renvoie à la vision que nous avons d'une Europe souveraine. Nous nous appelons l'Union européenne, nous avons créé entre nous un espace de libre circulation. Nous avons signé entre nous des accords sur les demandeurs d'asile, ça s'appelle les accords de Dublin. Nous ne sommes sans doute pas d'accord entre nous sur le contenu de ces accords, mais je les considère pour ma part à ce stade comme irremplaçables. Mais la question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous avons suffisamment de volonté politique au niveau des 27 États qui constituent l'Union européenne pour dire nous sommes un espace politique souverain, donc à la frontière, à notre frontière extérieure, pas à la frontière entre la France et l'Italie, pas à la frontière entre la France et l'Allemagne, à la frontière maritime de l'Italie, à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, parce qu'il y en a une. Nous ferons fonctionner nos procédures de demande d'asile, nous examinerons la situation des intéressés à ce moment-là. Ça suppose évidemment, et c'est ce qu'ont décidé les pays européens, de créer des structures d'hébergement, parce que les intéressés vont avoir besoin d'être hébergés pendant la durée d'examen de leur demande d'asile. Mais l'immense avantage de cette formule, c'est que l'intéressé se verra soit opposer une réponse positive. Dans ce cas-là, il rentrera sur le territoire européen, il aura le statut de réfugié, ou au contraire, il se verra opposer une réponse négative en toute connaissance de cause, et l'État concerné, l'État européen concerné, organisera son éloignement. C'est ce que prévoit le pacte européen. Finalement, ce seraient les frontières de Schengen qui marcheraient, Najot. Oui, ce seraient les frontières de Schengen qui seraient des frontières réelles. Absolument. En fait, sur le papier, ça a l'air très attrayant ce que vous décrivez, sauf qu'il y a un monde entre le papier et la réalité que nous connaissons bien. Et vous le savez, puisque nous avons déjà connu cette espèce d'examen à la frontière, en l'occurrence dans les hotspots, les centres de détention qui avaient été mis en place en Grèce, par exemple, il y a quelques années, au début de l'arrivée des Syriens, par exemple, qui se sont avérés être de véritables centres de détention avec des conditions absolument indignes. Et pourquoi les conditions sont indignes? Parce que moi, je ne veux pas jeter la pierre à un gouvernement grec. Elles sont tout de même moins indignes que des pays d'où ils viennent. Oui, non, mais ce sont des gens qui sont menacés, persécutés. Je vais vous Par ailleurs, il y a des expliquer. gens qui n'ont pas de logement en France. Il faut le rappeler. Il faut savoir que la Grèce, oui, absolument. Il faut savoir que la Grèce a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce qui régnait comme condition dans ces centres. Vous allez à Porte de la Chapelle, les gens sont dans des conditions indignes. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qui se passe Porte de la Chapelle. Je vais vraiment y revenir. Je veux juste finir là-dessus. Pardonnez-moi. En fait, pourquoi est-ce que ça se termine avec des centres de détention où les choses ne peuvent pas bien se passer? C'est des camps, en fait. Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça? Mais parce que, du coup, vous concentrez massivement des arrivées. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, j'allais dire, que ces arrivées se dispersent entre plusieurs pays européens, comme par exemple les 4 millions d'Ukrainiens? Lorsque les 4 millions d'Ukrainiens sont arrivés, comme on leur a appliqué un régime juridique différent des autres, c'est-à-dire la directive protection temporaire, je passe l'aspect technique, à eux, aux Ukrainiens, on a dit... Vous pouvez choisir le pays d'Europe dans lequel vous préférez vous rendre.
c'est la première fois qu'on laissait s'exprimer une préférence. D'habitude, en effet, comme ça vient d'être rappelé, on ne laisse pas le choix aux demandeurs d'asile. On leur dit protocole de Dublin, vous êtes rentré par l'Italie, c'est en Italie que ça doit être instruit. Et si ensuite vous rejoignez par exemple la France, eh bien, protocole de Dublin, vous allez rester porte de la Chapelle sous détente parce que l'État français n'instruira pas votre dossier pendant 18 mois de suspension. Enfin, vraiment, ce régime est débile, mais insupportable de dysfonctionnement. Donc, au lieu de ça, les Ukrainiens, on leur a dit, quand ils sont arrivés, choisissez dans quel pays vous voulez aller. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été vraiment une expérience in vivo extraordinaire parce que on a vu qu'il n'y avait pas l'appel d'air qu'on imaginait, par exemple, dans un pays comme le nôtre. Hein. Le débat public dit toujours, on est tellement attractif, notre système social et tout ça. On a accueilli 4 à 5 fois moins d'Ukrainiens proportionnellement à notre population que ce qu'on imaginait par rapport à nos voisins. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés où, les Ukrainiens, de préférence proximité géographique, Pologne. Et je peux vous dire que la Pologne n'a pas un système social plus intéressant que le français. Donc c'est bien la preuve que ce qui va compter dans les choix des individus, c'est d'abord d'être près de chez eux, ce que je disais sur ceux qui préféreraient rester au sud si on les y aidait. Deuxièmement, évidemment, affinité culturelle, de langue, etc. D'où l'Allemagne, enfin d'autres pays que la France. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, à l'égard de ces demandeurs d'asile, avoir des raisonnements qui se mettent un petit peu à leur place et qui cherchent vraiment à faciliter la vie de tout le monde et pas à jeter systématiquement l'opprobre sur eux en voyant en eux des fraudeurs. Là où on va vraiment mal, on tourne aigre depuis une quinzaine d'années, c'est qu'on les a transformés, les demandeurs d'asile, en gens suspectés en permanence de tricher. Et en fait, ça a été vrai avec les Syriens. Il y a une dizaine d'années, quand les Syriens sont arrivés, c'est d'ailleurs là que le populisme a fait florès, etc. Autour d'eux, on a dit, oh là là, on est envahi par ces gens qui, en réalité, parmi eux, il y a des terroristes, et puis en plus, ils fuient pour des mauvaises raisons. Ouais, c'est ce qu'on a dit. On a d'ailleurs beaucoup dit, avant le Bataclan, il fallait surtout pas le dire. Après le Bataclan, on a été obligé de le dire, parce que c'était des faits. Pardon, mais les terroristes, que vous parliez de Charlie ou du Bataclan, malheureusement, ils venaient de nos pays à nous. C'était pas les fils de Syriens qui fuyaient Bachar al-Assad ou Daesh. Non, il y avait les deux. En 2015, il y a une partie des terroristes qui sont passés par la Grèce, ça c'est parfaitement documenté. Bon, mais moi, la question... Il se trouve que les Syriens, après qu'on les ait accueillis comme on les a accueillis pendant une dizaine d'années, là, on a réouvert les prisons de Bachar el-Assad et on a vu à quoi ressemblaient les salles de torture, de détention, etc. Et du coup, on comprend mieux que ces 1 500 000 personnes qui avaient rejoint l'Europe à ce moment-là, en fait, étaient légitimes à demander l'asile. Elles fuyaient vraiment des risques imminents pour leur vie. Mais vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas eu que des Syriens à ce moment-là et ça a créé quand même un réel appel d'air. On voit où en est l'Allemagne aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, avec le fait que les associations, justement, qui vont chercher les migrants en mer, apparemment le Premier ministre veut supprimer leurs subventions. L'Allemagne a pâti d'une chose à ce moment-là, c'est qu'elle a accueilli, sur les 1 500 000 Syriens, elle en a quasiment accueilli 1 million en fait. C'est-à-dire que le manque de solidarité des autres pays européens autour d'elle, évidemment, après, crée une situation d'acmé, en quelque sorte. Donc, c'est ça qu'il ne faut plus reproduire. On espère que le pacte asile-migration, d'une certaine façon, va permettre que plus de solidarité et de coopération existe entre les pays. Mais encore une fois, retenir les demandeurs d'asile à l'extérieur, alors soit carrément au sein de l'Union européenne, mais dans les pays d'entrée, soit dans des pays extérieurs comme la Turquie, ce qu'on a déjà fait, puisque quand même l'Union européenne a passé des pactes avec la Turquie, avec la Libye, avec la Tunisie, en leur demandant retenez ces personnes que nous ne voulons pas voir. C'est quoi la conséquence de ça? C'était contre monnaie sonnante et trébuchante, donc ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Deuxièmement, ça donne à ces pays une arme incroyable contre nous. En fait, ça nous vulnérabilise, nous, les citoyens européens, puisque ces pays, et la Turquie notamment l'a déjà fait, maintenant, régulièrement, ils disent si vous ne donnez pas l'argent qu'on demande sur tel ou tel sujet, on va lâcher les vannes. On ouvrira les vannes. Patrick Stefanini, vous vouliez répondre notamment au centre de rétention, au centre de détention. Oui, moi, je suis allé sur l'île grecque de Lesbos, il y a 3 ans. J'ai visité un centre qui n'est pas un centre de détention, qui est un centre dans lequel
les personnes qui ont accosté sur l'île. La frontière de la Turquie est à 3 km. Hein, on voit les côtes turques à 3 km. Donc les personnes qui accostent à Lesbos sont placées dans un centre d'accueil et d'examen de leur situation. Il se trouve qu'à l'intérieur de ce centre, il y a des locaux de rétention pour les personnes qui se voient refuser, in fine, soit l'asile, soit leur demande de titre de séjour. Mais pour les autres personnes, elles sont libres d'aller et de venir à l'intérieur de l'île. Elles ont l'obligation de revenir le soir à 19h. Il y a une école à l'intérieur du centre, il y a un hôpital, enfin, etc. La Grèce a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Et la solution pour laquelle je plaide, ça n'est pas une solution qui consisterait à passer des accords avec la Turquie, avec la Tunisie, parce qu'au final, on est dépendant de ces pays. Très bien, on est dépendant, avec un vrai risque d'instrumentalisation. Il y a des points sur lesquels nous sommes en accord. Avec un vrai risque d'instrumentalisation, voire de chantage comme avec la Turquie. Et puis, que deviendra demain le régime tunisien? Que deviendra demain le régime d'ores et turc? déjà aujourd'hui, malheureusement. C'est ce qu'a fait Mélanie, cela dit, avec une certaine efficacité. Est-ce que ça ne peut pas être une solution temporaire, du moins? Donc, les pays européens, ils portent une solution qui est inscrite dans le pacte européen sur l'asile et sur l'immigration, qui consiste à développer la procédure d'asile à la frontière. Moi, je pense que c'est ça la solution. Madame la ministre n'a pas critiqué frontalement cette solution. Donc, j'en déduis qu'elle est d'accord avec la mise en œuvre de cette solution. Ça n'empêche pas de pratiquer d'autres politiques, ça n'empêche pas la France de relocaliser à partir du Liban chaque année un certain nombre de réfugiés syriens, parce que le Liban est un pays qui traditionnellement est proche de la France, auquel nous avons depuis des siècles. Oui, mais ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, malheureusement. On le fait un peu, on ne le fait pas suffisamment, mais la vraie solution, encore une fois, c'est la demande d'asile à la frontière, et c'est la solution qui conviendra complètement à une immense majorité de Français qui ont du respect pour les hommes et les femmes que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire pour les réfugiés, mais qui ne comprennent pas que des personnes qui n'ont pas obtenu la qualité de réfugiés, et je ne les qualifie pas de fraudeurs, je ne les qualifie pas de tricheurs, simplement, ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugiés. Eh bien, ces personnes, il faut pouvoir les reconduire dans leur pays d'origine avec plus d'efficacité. Et comme on sait que ce sera très difficile pour des tas de raisons, il faut mettre en place une procédure qui ne leur permette pas de pénétrer sur le territoire européen. Est-ce que je peux juste revenir un instant sur la... Il reste 2 minutes, alors un instant, oui. C'est passé très vite. Je voulais juste revenir un instant sur la notion de débouté, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas acceptées. Parce qu'en fait, on l'explique dans le livre, de quoi on parle, en fait, de qui on parle. Et le débat public de ces dernières années en a fait vraiment des coupables, etc., des gens pas dignes de respect. Pas forcément, mais les gens voient les conséquences aussi d'un accueil quand on n'a pas forcément les moyens d'accueil. Avec de la sécurité. Et puis, on a eu des drames. On a eu des drames avec des déboutés qui ensuite ont commis des crimes abominables sur le territoire français. Alors après, on pourra revenir sur la question de la sécurité. Je ne fais pas d'amalgame, mais il se trouve que ça s'est produit. Alors, qui sont ces déboutés? En fait, il y a parmi eux des gens qui pensaient légitimement être fondés à demander la protection. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, le droit d'asile et le fait d'obtenir le statut de réfugié ou pas, c'est pas comme la migration volontaire où, par exemple, vous demandez à être travailleur qualifié dans tel domaine, on va vérifier votre diplôme, vous l'avez pas, ou étudiant étranger. D'accord, mais je pense que les gens... Le droit d'asile, c'est sujet à interprétation. Aux migrants, ils en veulent à l'État de ne pas maîtriser la situation. Donc, vous pensez que l'opinion publique n'en veut pas aux déboutés. Mais je crois que... Mais juste, je voudrais le dire parce que c'est important. Je veux dire, parmi les déboutés, il y a des gens qui légitimement pensaient qu'ils pourraient avoir accès. Il y a des gens qui fuyaient, par exemple, la montée des eaux, le fait que le changement climatique a rendu leur environnement invivable. Ils pensaient qu'ils seraient légitimes à demander. Sauf que dans les textes aujourd'hui, le changement climatique n'est pas un motif d'obtention de l'asile, donc ils ne l'ont pas obtenu. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément des gens mal intentionnés qui ont cherché à tricher, etc. Il faut avoir ça à l'esprit. Et deuxième chose, quand même, on n'a pas dit un mot du fait que Mme Meloni est en train de régulariser, après en avoir régularisé 400 000. On en a dit un mot, j'ai parlé de l'immigration de travail et de la droite là-dessus. Il a répondu. Juste un mot quand même sur les, pour conclure sur les associations, même si je ne vise pas particulièrement Terre d'Asile, il y a quand même tout un débat sur les associations qui vont chercher les migrants en mer. Est-ce qu'elles font de l'humanitaire ou est-ce que quelque part elles font le jeu des passeurs et des trafiquants d'êtres humains? Merci beaucoup d'aborder ce sujet parce que... Alors moi, l'idée que quelqu'un
puissent, dans le débat public, s'en prendre, en l'occurrence à SOS Méditerranée, parce qu'elles ne sont pas 36 000, hein, elles sont quelques-unes, mais celle que vous avez en tête, j'imagine, c'est SOS Méditerranée, qui va en effet sauver des gens de la noyade. Que quelqu'un ose s'en prendre à SOS Méditerranée, c'est totalement incompréhensible pour moi. Vraiment, ça me scandalise. On parle de gens, de nombreux marins d'ailleurs, parce que ce sont beaucoup des marins qui s'engagent dans une ONG comme celle-là, qui vont tous les jours qu'ils y consacrent, se confronter à des situations absolument traumatisantes, puisqu'il y a des gens qu'ils arrivent à sauver de la noyade, et puis il y a tous ceux qu'ils n'arrivent pas à sauver, et qu'ils voient s'échouer au fond. On est dans le temps additionnel. Madame la ministre, absolument extraordinaires. 30 secondes, et 30 secondes pour qu'il réponde. On vous a compris. Je ne le dis pas pour France Terre d'Asile, mais j'ai en tête d'autres associations. Je n'accepte pas que des associations qui sont subventionnées sur fonds publics, et je trouve ça normal quelque part, je n'accepte pas que ces associations... Non, c'est pas ce que je dis. Je n'accepte pas que ces associations fassent tout en France pour multiplier les obstacles contentieux, pour faire échec à notre politique d'éloignement. Parce que c'est aussi ça, la réalité. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un mythe. Il faut qu'on fasse une deuxième émission. J'aurais dû commencer par là, effectivement, mais c'était pas... C'est comme la J'ai voulu commencer calmement, mais vous m'avez endormi, en fait. Est-ce que je peux finir d'une phrase, puisque on est dans le temps additionnel. représente le ministère de l'Intérieur. D'accord. De grâce, accepter que les chercheurs documentent cette question-là. Ils ont déjà documenté l'absence d'appel d'air, contrairement à ce qu'on raconte. Qu'ils documentent l'idée selon laquelle les associations aideraient les gens à ne pas être... Oui, c'est la réalité que constate tous les jours. On va finir là-dessus, mais Friedrich Merz, le Premier ministre allemand, apparemment a tranché. Je ne sais pas si les chercheurs l'ont renseigné. Merci à tous les deux, c'était passionnant et ça a permis de discuter en profondeur d'un sujet sans caricature et sans invective. Et ça, c'est toujours intéressant. Merci et à la saison prochaine pour de nouveaux numéros d'Esprit Libre.